Je voulais vous parler, enfin, on a entendu au travers des différents exposés que les territoires naturels deviennent de plus en plus des destinations de tourisme sportif et la massification des pratiques, forcément, va entraîner des préoccupations. Enfin, la massification des pratiques pour aller traverser, utiliser le patrimoine naturel va forcément entraîner des préoccupations de gestion de ce territoire. Alors, mon exposé, il se passe en deux parties. Il y a une partie un peu historique, puis il y a une partie un peu, je voulais une réflexion un peu plus sociologique sur l'actualité. C'est comment, justement, on arrive à l'utiliser, ce patrimoine, parce qu'on a vu au travers des différents discours qu'il y a des institutions qui essaient de légiférer, il y a des pratiquants qui viennent utiliser les territoires, il y a des professionnels qui essaient d'organiser des offres. Voilà. Donc, je vais essayer j'ai pris une petite partie de mes travaux sur l'Observatoire des sports de nature qu'on a mené depuis une dizaine d'années et faire un focus sur ça. Donc, alors, donc le territoire Mercantour, on ne le présente plus, hein, c'est sur le versant, on va dire, sud-est du département. Et je parlerai aussi d'une petite partie qui se prolonge du côté italien. Et je voulais le revisiter au travers trois époques, hein, et surtout vous amener amener un peu la réflexion sur comment il s'administre, comment il se protège, comment il se développe. Parce qu'on est vraiment dans un dilemme, c'est-à-dire qu'il faut administrer un territoire, il faut le protéger pour pas trop, on va dire, faire disparaître le patrimoine. Et puis, il faut aussi le développer parce que sinon, ça devient un territoire qui reste sans économie et qui se vide de ses habitants. Donc, rapidement, une petite réflexion sur le 19e siècle. Donc là, c'est l'époque de Victorio Emmanuel et le fameux roi chasseur. Donc, ce territoire... Eh ben, là, le patrimoine, ben, il est réservé à l'usage des chasses royales et on va y chasser de la grande faune. On va dire que c'est la première administration du territoire. C'est une administration, on va dire, un peu particulière, hein, parce que c'est réservé à un usage. On y chasse essentiellement le bouquetin et le chamois, qui sont très présents dans cette région-là. Donc là, on est dans la fin du 19e siècle. On s'approche petit à petit vraiment du XXe siècle et les rois qui ont suivi ne se sont pas intéressés à la chasse. Donc et du coup, la population de bouquetins, de chamois s'est développée, mais sans qu'on aille le chasser. Hein. On va dire cette pratique sportive de la chasse de montagne est passée sous silence, est abandonnée pendant un moment. Arrive une période, on va dire, il va y arriver une période très, très difficile pour le territoire, c'est la période de la guerre, et à la sortie de la guerre, donc il va y avoir les premières opérations de protection du patrimoine naturel. Donc, 39-45, forte détérioration du patrimoine, bien sûr. Et forcément, quand on sort de la guerre, on est dans une période de famine. Il y a un braconnage démesuré qui se passe juste à la sortie de la guerre. Et on estime qu'une faune qui était vraiment omniprésente sur le territoire disparaît jusqu'à 80%. Voilà. Donc, c'est l'impact du conflit franco-italien et aussi des suites de la guerre. En réaction, ben, bon, en 1945, le territoire est restitué à la France. Hein, c'est un territoire qui est un peu aussi controversé entre la France et l'Italie, qui est un peu particulier, certaines portions. Et juste après la guerre, commence à arriver la première constitution de la réserve de chasse. Et j'attire un peu votre attention sur la photo qui est en bas à droite, c'est que ça ne s'est pas fait sans mal. C'est-à-dire que le Mercantour ne voulait pas devenir parc national. La population était opposée à 80%. Et on peut faire un petit comparatif avec nos confrères italiens, où eux, le parc régional s'est fait plutôt est parti de la base, c'est-à-dire on est parti de ce que voulaient les gens, on a intégré les activités, on va intégrer le patrimoine général du territoire. Les chasseurs, les pêcheurs notamment gèrent les rivières. Les sociétés de vélos sont associées à la construction du territoire, alors que du côté français, on a une vision, la vision française nationale, c'est on met le territoire sous cloche
les habitants, ils ne savent pas utiliser leur territoire. On a vu, ils l'ont braconné, ils ont détruit. C'est la vision parisienne. Et on met sous cloche. Donc, il y a une opposition un peu farouche. Alors, du côté italien, c'est plutôt une approche bottom-up, c'est-à-dire ça vient ça va partir du bas et ça va monter petit à petit. Voilà. Donc, il y a toute une période un peu controversée, un peu délicate. Et on arrive, on va dire, on arrive donc à la fin du XXe siècle, où le patrimoine est protégé, on va dire, par la partie française, par le parc national du Mercantour, et par la partie italienne, c'est la petite partie qui est verte, un peu plus claire, qui est en haut, qui est le Parco Alpi Maritime, mais qui n'est pas du même registre administratif, hein, puisque c'est un parc régional. On va dire, on rentre dans le 21e siècle, et là, on dit, ben, ce territoire, il est quand même très peu peuplé, parce qu'évidemment, il y a une exode, puisqu'il y a, reste dans ces... Je crois qu'il y a une centaine de communes qui concernent tout le territoire. Il y a très peu d'habitants, et le tissu économique, il est surtout composé d'administration du territoire, c'est-à-dire tous ces services, et de services et un peu de tourisme. Donc l'activité agricole a fortement réduit, et il y a eu une migration dans le bas des vallées pour travailler. Donc, face à cette situation, ben, le parc national, il reçoit des nouvelles directives et il doit contribuer au développement économique du territoire. C'est là où vont apparaître des premières réflexions sur le développement économique. Donc, on se trouve maintenant, ils vont se retrouver vraiment avec un dilemme. On a un territoire. La structure a été construite pour protéger le territoire. Il faut imaginer que culturellement, dans la direction du parc national, c'est les habitants, il faut les surveiller parce qu'ils dilapident leur territoire. C'est leur vision. Et je me rappelle de certains entretiens qui étaient assez choquants. Voilà. Il y a ça d'un côté. Puis après, imaginez, vous êtes propriétaire terrien de père en fils, et on va vous dire du jour au lendemain comment il faut vous occuper de vos affaires. Voilà. Donc, c'est un peu délicat, c'est un peu tendu. Voilà. Et il va falloir changer cet esprit-là. Alors, moi, je voudrais m'attarder surtout sur cet aspect-là. Donc, sur ce patrimoine naturel assez exceptionnel, on va retrouver d'un côté des prestataires, c'est-à-dire c'est tous les professionnels, alors c'est des micro-entreprises surtout, tous les professionnels qui sont liés à la montagne, mais aussi au tourisme. Ces petits hébergeurs, ces gîtes, donc il y a toute une quantité, et ils sont assez nombreux. Après, vous avez bien sûr l'organisme, l'institution du territoire, c'est-à-dire le gestionnaire du territoire, c'est l'État français. Je parle que de la partie française. Et puis après, on a tous les utilisateurs, et nous en faisons partie. Dans les utilisateurs, il y a nous, les visiteurs, les gens qui allons faire de la promenade, de la découverte, ou du sport, ou de l'ultra-trail. Et de l'autre côté, il y a les résidents, c'est-à-dire les propriétaires, les exploitants, les habitants du territoire. Donc ces trois personnes-là, elles vont interagir, et c'est là où il y a une petite réflexion, on va dire un peu de nature un peu sociologique, que je veux vous apporter. Donc voilà ces trois personnes, trois acteurs sur un même patrimoine. Je me suis basé sur une approche théorique de l'organisation du tourisme. Et alors, trois volets. D'un côté, il y a les relations plutôt sympathiques entre les prestataires et les populations locales. Parce que le prestataire, souvent, il vient du territoire. Bien que j'ai entendu certaines interviews de guides italiens qui viennent un peu exploiter les canyons, et notamment au niveau des canyons aquatiques, enfin tout ce qui est aquatique, parce que c'est pas très riche du côté italien, et ils n'ont pas la même législation. Donc il y a quand même un peu des choses un peu succulentes parfois. Hein, voilà. Donc d'un côté, des prestataires qui vont construire des offres touristiques, et puis de l'autre côté, des visiteurs et parfois des résidents qui vont consommer ces offres touristiques. Donc là, il n'y a pas de particularité spéciale. Et on va retrouver des offres qui sont notamment labellisées Europarc, hein, puisque le parc est candidat à être patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on va retrouver toutes les offres. Alors j'ai copié, vous voyez, des illustrations qui viennent des différentes structures. Là, il y en a 4, des gens que j'ai pu interviewer, qui profitent, on va dire, d'un territoire labellisé. Tout à l'heure, on parlait d'un label, hein, d'un territoire labellisé parc naturel,
parc national vont se servir du label parc national pour le glisser dans leurs offres touristiques. Donc là, on est plutôt dans une relation, on va dire, amicale. Entrons dans des choses qui sont un peu plus délicates. La relation entre on va dire, les aspects institutionnels du territoire et les prestataires. Alors, les prestataires, d'un côté, veulent le plus possible utiliser le territoire, et les gestionnaires doivent réguler ces utilisateurs. Alors, j'ai assisté aussi à des réunions qui étaient parfois très houleuses. Quand vous avez un bureau des guides et face à 2-3 personnes du parc naturel, le bureau des guides, ils vont dire « Mais regardez-vous, il n'y en a aucun qui est du territoire. Vous venez nous dire comment il faut utiliser le nôtre, mais vous êtes recruté de Paris, de Lyon, de Grenoble. » Et c'est vrai que le recrutement d'un parc national, il est un peu à l'image de l'université, des enseignants. On vient d'un peu partout. On n'est pas des locaux. Donc, c'est ça, des fois, qui pose un peu problème. Tout à l'heure, on a entendu parler d'identité locale. On a entendu ces mots-là. Et finalement, la notion de patrimoine, le rattachement au territoire, peut-être ça pourrait être un élément qui pourrait désamorcer ces conflits. Je pense. Je le pense sincèrement pour l'avoir interviewé des gens sur le terrain. Ça se matérialise par ça. Donc, les professionnels qui jouent le jeu, ils prennent la labellisation Esprit Parc National, et on va retrouver, par exemple, là j'ai 6 catalogues de produits qui sont c'est un catalogue de professionnels qui vont promouvoir des bonnes pratiques de l'utilisation du territoire. Et je m'approche petit à petit des choses qui sont encore un peu plus délicates. Le gestionnaire de territoire, il vous interdit plein de choses. Nous, en tant que visiteurs ou résidents, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Et notamment, l'origine du territoire, c'était la chasse. Et c'est quand même un des rares endroits en France où vous pouvez... Moi, je ne suis pas un chasseur, mais plutôt chasse photo. Mais par contre, vous avez des gens qui sont passionnés de chasse de grande faune, voilà, même si ça peut nous choquer à nous. Et c'est un des rares territoires. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent en bordure du parc national et ils prélèvent les chamois et les bouquetins qui sont en trop. Ceux qui s'écartent un peu de la zone administrative, là, ils ont le droit. Voilà. Mais bon, là, c'est une anecdote. Mais simplement, on va retrouver toute une panoplie de bonnes pratiques qu'il faut respecter. Et quand je vous dis une panoplie, c'est comment il faut promener son chien, ce qu'il faut prélever, à quelle altitude. Enfin, c'est la dimension, c'est l'anti-braconnage. Je crois que c'est un peu démesuré parce que quelque part, on réagit aussi par rapport à une histoire un peu particulière. Donc, mais en même temps, regardez en bas à droite, on parle des véhicules motorisés. C'est extrêmement réglementé, mais vous avez vous avez certains professionnels qui sont appelés les jeepers, qui ont le droit de prendre des 4x4 et de monter sur une zone cœur du parc, parce que quelque part, le parc, il n'est pas accessible à tout le monde. Si on est une personne à mobilité limitée, je ne dis pas un gars en fauteuil, mais un senior ou quelques fragilités, c'est très, très difficile d'accéder à des territoires intéressants. Donc, il y a certaines autorisations. Voilà. Mais vous imaginez toutes ces petites transactions qui se font. Je vais l'illustrer ça sera le point final de mon exposé, sur l'exemple de la vallée des merveilles. Tout à l'heure, on l'a parlé. Justement, j'ai trouvé ça intéressant, le lien avec le cross de Cro-Magnon. On y est. Donc, voilà un peu comme ça. Alors ça, c'est une réflexion. On a essayé de faire un peu une modélisation. C'est entre gestionnaires et prestataires, il y a une labellisation des guides qui sont autorisés à travailler sur la zone. C'est-à-dire que pour travailler sur cette zone où il y a des peintures, il y a des gravures rupestres, c'est que certaines personnes qui ont le droit de travailler. Vis-à-vis des visiteurs et résidents, c'est simple, si vous n'avez pas le droit d'y aller sans guide. Donc, ils sont simplifiés. S'il n'y a pas de guide, vous ne rentrez pas. Et puis, de l'autre côté, l'office de tourisme, c'est une offre de tourisme sportif avec une dimension archéologique. Quand même, on est en plein dans le... on va faire 1000 mètres de dénivelé, 10-15 km de randonnée pour aller se faire commenter des gravures rupestres. Donc, on est vraiment dans une offre de tourisme sportif avec une dimension culturelle qui est assez intéressante pour l'avoir arpenté souvent. C'est quand même assez intéressant. Et ça se résume par ça. Vous voyez, vous avez en bas à gauche, vous avez la carte où la zone en jaune, c'est la zone où vous n'avez pas le droit en tant qu'usager de rentrer sans un guide. Il faut un guide assermenté. Et d'y aller, ça vous permet de voir ce qu'il y a à droite, notamment
des gravures rupestres qui sont assez uniques en Europe, avec quand même un problème d'usure des gravures. Du Montbéliard. Le sorcier, voilà. Donc, pour conclure, accueillir des pratiques sportives dans un territoire qui a une forte richesse patrimoniale et qu'il faut quand même protéger, mais en même temps développer pour que ça puisse rester un territoire attractif, on est dans ce dilemme-là, on a vu que par ailleurs, il y avait des logiques de gouvernance de territoire qui se mettaient en place, notamment dans le sud-ouest de la France, sur le territoire marin. Il y avait des parlements, il y avait des parlements de la mer qui existent en dessous de Montpellier. Dans notre réflexion, on avait dit, mais pourquoi pas mettre en place une espèce de parlement de la montagne qui pourrait pas simple, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que c'est quand même assez tendu les relations, hein, il y a quand même une espèce d'enjeu. Voilà. Mais ça semblerait être la seule solution, que les régulations puissent se faire de manière co-construite. Voilà. Mais je vous remercie.